Bonjour, bienvenue à cette chronique sur la radioactivité et les effets de la catastrophe de Fukushima. Tout d'abord, Fukushima, explosion de mars 2011, suivi de la destruction des enceintes de 3 réacteurs sur 6 à la centrale nucléaire. Trois de ces réacteurs ont donc eu une fusion du noyau. Le combustible d'uranium a fondu sous la chaleur et s'est retrouvé au fond donc de l'enceinte. Et on croit même que cette masse en fusion a même traversé l'enceinte. Et cette situation est évidemment catastrophique. Aucune solution scientifique connue n'a été envisagé pour le moment. On croit que 10 ans sera nécessaire pour stabiliser la situation dans ces 3 réacteurs et que des émissions radioactives vont continuer d'être émises dans l'environnement pendant ces 10 années. Les 3 premiers mois de la crise, soit mars, avril et mai 2011, ont été très importants au point de vue de l'émission dans l'environnement d'une centaine d'éléments radioactifs différents. Ceux dont on entend souvent le plus parler sont l'iode et le césium. On parlera beaucoup moins de l'iode aujourd'hui en juillet, puisque, considérant que le plus gros des émissions a été émises jusqu'en mai, et que l'iode a une durée de vie d'environ 80 jours, on peut considérer que tout l'iode qui a été émis depuis le début de la crise jusqu'en mai a été donc presque stable, et que les quantités qui ont été émises en juin et en juillet sont plus faibles. Par contre, le césium, lui, reste présent dans l'environnement puisque sa durée de vie est de 300 ans. Donc, une alerte a évidemment été lancée dans la population japonaise. Les gens ont été en contact avec les radiations de manière importante. Une zone de 20 km a été évacuée ici. Cette zone est considérée par plusieurs scientifiques actuellement comme totalement insuffisante. Plusieurs villes qui sont à l'extérieur de la zone ont des niveaux de radioactivité dans l'environnement qui sont de beaucoup supérieurs aux normes. Même les Américains ont demandé aux citoyens américains qui habitaient jusqu'à 50 000, soit environ 80 km de la centrale nucléaire de Fukushima, de quitter les lieux. Donc, on peut considérer que les gens ont été abandonnés, pour ainsi dire, à leur sort, bien que certaines personnes ont été accueillies dans des refuges. Ces gens ont évidemment quitté leur maison. On leur laisse croire qu'ils pourront retourner dans leur maison, mais évidemment, c'est totalement impossible à l'intérieur de la zone de 20 km. Alors, on reparlera de la raison pour laquelle les gens portent des masques. Les particules qui se retrouvent dans l'air sont très dangereuses à respirer. Vous voyez que les gens portent des masques. Les morts suite au tsunami et au tremblement de terre sont en terre, mais plusieurs personnes, évidemment, sont en danger de développer des cancers et d'autres maladies dégénératives face aux radiations importantes qu'ils ont dans l'environnement et qu'ils vont ingérer. Ici, on tend à mesurer soi-même la radioactivité, puisque les gouvernements japonais ne donnent pas leur juste à la population. Dans l'alimentation, même chose. Le gouvernement a tardé à donner à prendre des mesures. On a par contre retiré rapidement du bœuf, dont on a mesuré un taux 7 fois supérieur à la norme recommandée. Évidemment, ce bœuf avait mangé du foin ou des pailles de riz qui avaient été exposées à la pluie radioactive depuis le début de la catastrophe. Certaines personnes ont évidemment mangé de ce bœuf avant qu'il soit retiré. Par contre, on ne peut retirer ce qu'on a mangé, et ces gens-là vont avoir à vivre avec des éléments radioactifs dans leur corps. Je vous montre ici une mutation qui a été observée sur un lapin.
donc il n'a pas d'oreille. Au point de vue international, les émissions radioactives qui sont parties du Japon se sont retrouvées évidemment en Amérique du Nord, puisque les vents dominants vont vers l'ouest. La pluie a été le vecteur principal des retombées radioactives sur le continent. Pendant les mois de mars, avril, mai, des mesures très importantes, bien au-delà des mesures d'eau potable, si vous voulez, des normes d'eau potable, ont été mesurées partout en Amérique. Aujourd'hui, on considère que la côte ouest a été durement touchée et que les sols peuvent être contaminés. On parle évidemment aussi de Colombie-Britannique, Alaska et de Hawaï. Les Américains prennent des mesures à partir d'hélicoptères, tandis que la population, elle, utilise des compteurs Geiger pour mesurer les taux. Certains sites, particulièrement sur YouTube, vous avez des mesures quotidiennes dans différentes villes. Les citoyens sont donc solidaires pour se donner leur juste par rapport à la réalité de cette crise. Ici, au Canada, en juillet donc 2011, une mesure de 1,4 microsievert par heure a été mesurée à Lac-Louise, Colombie-Britannique. Être exposé à ce chiffre donnerait une exposition 12 fois supérieure à la norme annuellement. Ce qui est beaucoup plus important que l'exposition, c'est l'accumulation, ce que les anglophones appellent les hot particles, des particules radioactives qui sont ingérées soit par l'alimentation ou inhalées par la respiration. Ici, une seule particule radioactive qui se retrouve dans un poumon va pendant des années irradier donc les cellules environnantes, soit les tuer, soit créer des mutations ou un cancer. Un autre impact a été dans l'océan. Les pompiers ont abondamment arrosé les réacteurs pendant la crise et donc beaucoup d'eau radioactive s'est retrouvée dans l'océan. Chacune de ces particules radioactives pourra se retrouver dans un organisme vivant et donc remonter la chaîne alimentaire jusqu'à nous. Ici, vous avez les courants dans le Pacifique. À partir du Japon, les retombées radioactives qui sont dans l'océan vont donc passer par la Californie et revenir éventuellement vers la Thaïlande, où beaucoup de pêche est faite. Donc, malgré une exposition plus ou moins faible, dépendant des régions d'Amérique du Nord, les denrées qui viennent de zones contaminées pourraient nous exposer à des dangers significatifs. Donc, par exemple, si vous consommez des algues qui sont de la récolte 2011, évidemment, si elles viennent du Japon, vous êtes à risque d'absorber des particules radioactives. La récolte 2010 et antérieure sont évidemment sans danger. Le saumon qui se retrouve dans la zone de l'Alaska et de la côte ouest se retrouve directement dans les courants radioactifs provenant du Japon. Donc, vérifiez bien la provenance du saumon que vous consommez. Le thon, qui vient majoritairement du Pacifique, ici, près du Japon, et éventuellement par les courants marins, ici, dans la zone près de la Thaïlande. Donc, vérifiez la provenance et aussi les dates. Évidemment, la récolte qui a été faite l'année passée est toujours bonne dans des conserves. Je vous parle aussi de ces bonnes crevettes qui viennent du Pacifique, qui sont des belles grosses crevettes, mais ces crevettes vont évidemment être exposées elles aussi à ces éléments radioactifs. Donc, soyez vigilants, éventuellement, il faudra faire attention. Le blé de l'Ouest canadien a certainement eu des pluies pendant le mois de mars, avril, mai. Des pluies qui ont certainement amené une quantité significative d'éléments radioactifs. Il est inconnu de savoir actuellement si le blé absorbe ou non cette radioactivité, donc c'est à vérifier. Les légumes
qui viennent de la côte ouest sont évidemment suspectes. Les légumes locaux au Québec ou ailleurs sont certainement plus sécuritaires. Lavez très bien les légumes, surtout s'ils viennent de Californie. Évidemment, si vous avez un légume qui a absorbé un élément radioactif, il est impossible de l'enlever simplement par le lavage. Couvrez aussi les zones de jeu de vos enfants. Bien que la majorité des retombées radioactives sont derrière nous, nous aurons pendant 10 ans encore des retombées qui proviennent de Fukushima. Merci de votre attention et soyez prudents, choisissez bien vos aliments et tout ira bien, je l'espère.